Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 mai 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bienvenue à nouveau. Trace Morvan. Alors, commençons par ce dont on parlait juste avant d'entrer en direct. On évoquait la situation au Moyen-Orient. Michael, tu as soulevé un point très important à propos du détroit d'Ormuz. On sait qu'à l'heure actuelle, l'Iran exerce son influence sur ce détroit, qu'il en contrôle l'accès. En gros, il n'impose pas de péage à proprement parler, mais il parle plutôt de frais administratifs ou environnementaux. C'est une sorte de redevance, apparemment conforme au droit international. Mais tu as évoqué quelque chose qui va au-delà de ça. Et juste avant cette émission, on a appris, grâce à Barak Ravid, journaliste chez Axios, qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis serait sur le point d'être conclu. Pourtant, tu semblais avoir une autre lecture de la situation. Alors, quelle est ta compréhension de ce qui se passe au Moyen-Orient? D'abord sur le plan du droit international et du détroit d'Ormuz, et ensuite concernant cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a absolument aucun accord imminent et il ne peut pas y en avoir, parce qu'aucun des plans de paix proposés et annoncés par Trump ne peut être mis en œuvre concrètement. L'Iran a déjà déclaré, à juste titre, que pour commencer, il fallait la libération des fonds que les États-Unis ont saisis. Et cela devrait inclure la saisie du stablecoin dans lequel l'Iran voulait être payé. Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas accepter un tel paiement, parce que le Congrès affirme qu'il faut son approbation et qu'aucun fonds ne peut être débloqué sans cette approbation. Donc tout cela paraît peu probable, surtout compte tenu de l'opposition ferme de Lindsey Graham, de Caroline du Sud, qui dit qu'en aucun cas on ne donnera à l'Iran de l'argent qu'il pourrait utiliser pour terroriser Israël et les États-Unis en ripostant au bombardement. Et toute riposte au terrorisme américain ou israélien est aussitôt accusée d'être du terrorisme iranien. C'est exactement comme quand la Russie répond à des attaques ukrainiennes contre des écoles avec des garçons et des filles à l'intérieur. Là aussi, on appelle ça du terrorisme, simplement parce qu'ils se défendent. Et le Congrès a dit, c'est notre droit, c'est ce qu'on va faire. Et au-delà du fait que le Congrès n'approuvera rien de ce dont Trump a parlé, Israël non plus ne le fera pas. Israël dit, nous ne sommes pas liés par ça, nous allons continuer à attaquer. Et même si nous signons un accord, nous l'ignorerons, parce qu'il n'y a plus d'état de droit. C'est complètement la loi de la jungle. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'il faut bien comprendre que toute cette idée d'un possible accord passe complètement à côté du fait que le conflit iranien, comme celui avec la Russie, ne pourra se régler que sur le champ de bataille. C'est comme ça que ça va se passer, probablement après ce dimanche ou lundi, quand la guerre de 2 ou 3 semaines commencera. Regardez la demande de Trump. Ça demande que l'Iran remette son uranium, comme s'il voulait larguer une bombe atomique sur Israël. C'est un leurre. C'est absurde. Comme on en a déjà parlé, les services de renseignement américains sont d'accord pour dire que l'Iran n'a fait aucune tentative de fabriquer une bombe atomique. Israël, lui, en a 200. Alors franchement, si j'étais l'Iran, je dirais, eh bien, nous aussi, on a une ligne rouge. Israël doit rejoindre le groupe des nations qui reconnaissent posséder la bombe atomique. Et oui, bien sûr, nous sommes prêts à renoncer à l'uranium enrichi que nous avons, à condition qu'Israël renonce à ses 200 bombes atomiques. Nous voulons la parité, nous voulons la symétrie, c'est la base de tout accord. Sans symétrie avec Israël qui a 200 bombes et nous aucune, c'est absurde. Eh bien, Trump s'est tourné vers Hegseth lors de la réunion à Washington hier et Hegseth a dit « C'est vrai que l'Iran n'a pas de bombe atomique,
mais il pourrait un jour en avoir l'ambition. Et il faut partir du principe que l'Iran va chercher à atteindre cet objectif, parce que c'est exactement ce que nous ferions si nous étions à sa place. Le fait est que nous prévoyons d'attaquer l'Iran et bien sûr, l'Iran va vouloir riposter. Et la manière de riposter, c'est avec une bombe atomique. Donc, puisque nous allons intensifier la guerre et lancer la guerre contre l'Iran que Trump avait menacé de déclencher la semaine prochaine, cela veut dire que forcément, l'Iran va nous considérer comme le grand Satan et vouloir agir en conséquence. Tout ça, c'est une diversion. Quand on commence une discussion en disant que ce n'est pas lié au désir de l'Amérique de contrôler le pétrole au Moyen-Orient, mais qu'on veut la paix, c'est trompeur. La paix, ça veut dire qu'on veut que l'Amérique et Israël prennent le contrôle du Proche-Orient pour maîtriser ses exportations de pétrole. Comme ça, on peut faire exactement ce que Trump avait annoncé dans les 2 premières semaines de son mandat avec sa politique pétrolière de sécurité nationale. Il disait que la politique étrangère américaine repose sur le contrôle du pétrole et sur la capacité de couper l'accès au pétrole à tous les autres pays, sauf s'ils acceptent les conditions des États-Unis. Ces conditions consistent à éviter les sanctions sur leur commerce pétrolier en sanctionnant la Russie, la Chine, l'Iran et tout autre acteur désigné par Washington. Donc les États-Unis adoptent une position extrêmement dure, fondée sur une illusion qui rend tout accord possible complètement irréaliste. Les États-Unis et Israël projettent leurs propres peurs sur l'Iran, parce que c'est la logique de leur politique. Ils pensent que l'Iran est aussi cruel, raciste, violent et terroriste qu'eux-mêmes. Mais l'Iran, tout comme la Russie, a pris grand soin d'éviter les attaques contre les civils de ce type. Alors la vraie question c'est, si l'Iran devait renoncer à toute perspective de développer la bombe atomique, ce serait une illusion. Où Israël mettrait-il ses 200 bombes atomiques et son uranium enrichi? Dans quel pays pourrait-on avoir confiance? S'il les plaçait au Mexique, qui est sans doute neutre, les États-Unis pourraient y déployer des troupes, les saisir tout simplement et les renvoyer à Israël. Donc en principe, il n'est pas possible de faire appliquer ces accords de manière réellement efficace. Et évidemment, l'Iran le sait très bien, tout comme presque tout le monde, sauf peut-être les marchés boursiers et obligataires aux États-Unis et en Europe, qui continuent de penser que tout est marginal, que tout ira bien. Je voudrais dire un mot sur les États-Unis, à propos de ce que vous venez de mentionner, les péages que l'Iran dit vouloir instaurer dans le détroit d'Ormuz. Non seulement cette zone faisait autrefois partie de l'Iran, mais en plus, percevoir ces péages serait, selon eux, le seul moyen d'obtenir des réparations pour les attaques menées par l'Amérique, Israël, les Émirats et d'autres pays arabes qui ont permis aux avions et aux bombardiers américains d'utiliser leurs bases aériennes. Hier encore, l'Iran a riposté contre le Koweït, d'où apparemment des bombardiers américains auraient décollé pour tenter d'envoyer des missiles vers l'Iran. D'après ce que j'ai compris, l'Iran aurait réussi à les repousser. Alors les États-Unis disent, en gros, d'un côté, l'Iran, c'est contraire au droit international d'imposer des péages dans les eaux internationales. Mais en réalité, le droit international de la mer est mort. Les États-Unis, comme Richard et moi en avons déjà parlé, ont bombardé des pêcheurs au large du Venezuela et de la Colombie en disant « Ces pêcheurs pourraient être des trafiquants de drogue ». C'est pourtant contraire au droit de la mer. Il faut les intercepter, vérifier s'il y a de la drogue, leur donner un avertissement. C'est la même chose dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont bombardé des pêcheurs dans le détroit d'Ormuz en disant « Eh bien, peut-être que ces pêcheurs ne sont pas vraiment des pêcheurs. Peut-être qu'ils posent des mines.
C'est exactement ce dont Donald Trump les a accusés. Pourtant, rien n'indique qu'ils posaient des mines, et apparemment il y avait bien du poisson sur leur bateau. Mais les États-Unis veulent simplement montrer leur puissance en disant « Nous contrôlons totalement la mer ». Pour nous, il n'y a pas de droit international. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils prétendre qu'il existe un droit international qui interdirait à l'Iran d'exercer ce qui est pourtant son droit, contrôler le détroit d'Ormuz, le trafic maritime qui y passe, et y imposer des droits de passage? Parce que finalement, c'est une situation que les États-Unis ont eux-mêmes créée. Les États-Unis ont militarisé le détroit d'Ormuz en armant leurs États alliés, comme les Émirats, qui ont déclaré une guerre religieuse contre l'Iran et d'autres pays arabes. Bien sûr, l'Iran doit se protéger, car les bases militaires américaines sont présentes dans toute la région. Et il en a parfaitement le droit, vu que les États-Unis ont violé les lois de la guerre, le droit maritime, le droit international et la souveraineté nationale. L'Iran est sans doute le seul pays au monde aujourd'hui qui essaie réellement de vivre selon le droit international dans un environnement mondial devenu largement sans loi. Bon, je vais m'arrêter là pour que Richard puisse prendre la parole. Richard, laissez-moi vous lire ce que le secrétaire au Trésor américain, Scott Basson, vient tout juste de publier sur X. Il dit qu'Oman doit savoir que le Trésor américain ciblera de manière agressive toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans la mise en place de péages pour le détroit d'Ormuz. Et voici ce que Donald Trump a déclaré hier à propos d'Oman. L'Iran veut contrôler le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous accepteriez un accord à court terme qui permettrait à l'Iran et à Oman de contrôler le détroit? Et dans ce cas, devrait-il l'ouvrir immédiatement ou seriez-vous prêt à ce que ça se fasse progressivement sur une certaine période? Non, la détroit ouvert décemment. Et qui en aurait le contrôle? Les eaux internationales. Personne ne va les contrôler. Nous, on va les surveiller. Oui, on va les surveiller. Mais personne ne va les contrôler. Ça fait partie de la négociation qu'on a. Eux, ils aimeraient les contrôler. Mais non, personne ne va les contrôler. Ce sont des eaux internationales. Et Oman se comportera comme tout le monde. Donc il faudra les faire sauter, oui. Il veut les faire exploser à cause de leur eau. Quelle est votre opinion sur le détroit d'Ormuz? Franchement, je ne comprends pas comment on peut encore prendre ça au sérieux. C'est pourtant clair comme de l'eau de roche. On voit très bien ce qui se passe. Michael le répète encore une fois. On a essayé de le faire comprendre à plusieurs reprises dans cette émission. Monsieur Trump a menacé d'anéantir, de bombarder jusqu'à l'âge de pierre. Allons, soyons sérieux. Voilà à qui on a affaire. Et oui, il n'y a plus de droit maritime. L'une des raisons, on parle depuis 6 mois maintenant d'exécutions sommaires d'hommes à bord de bateaux autour du Venezuela et en Amérique latine. Je crois qu'il y a plus de 200 morts. Pas de procès, pas de jury, pas même une inspection à bord, rien du tout. Ce qui était autrefois la pratique de la marine, parce que c'était le droit international, a été complètement aboli, ignoré. Personne ne peut prétendre que le Venezuela a menacé les États-Unis ou que ces bateaux de pêche à plus de 1000 km d'ici représentaient un danger pour eux. Aucun d'entre eux n'est jamais venu ici pour causer le moindre dommage. Jamais. Donc, c'est une blague. Ce n'est pas sérieux. C'est comme si le président était assis là en disant « Personne ne va le contrôler, on va simplement surveiller », comme si le monde ne comprenait pas. Quand l'Amérique surveille, c'est justement ça, le contrôle. Qui peut encore être assez stupide pour ne pas le voir? Cet homme nous le dit clairement, parce qu'il est brutal et qu'il ne sait pas masquer les choses avec un langage raffiné d'université prestigieuse. Il est brutal, et c'est utile, parce que du coup, on comprend tout de suite.
Voilà, vous nous laissez fermer les yeux ou on vous fait exploser. D'accord, compris. La vraie question, c'est de savoir si le monde est enfin prêt à dire non. À dire aux États-Unis, c'est fini, votre empire n'existe plus. Ce n'est pas que vous puissiez passer d'un soi-disant ordre international fondé sur des règles à une couverture pour votre empire. Cet empire, il n'est plus là. Il a disparu parce que vous, les Américains, avez choisi d'utiliser la force brute pour faire ce que vous ne pouviez plus faire comme vous le faisiez dans la seconde moitié du XXe siècle. À l'époque, c'était surtout pacifique, par la menace, par les sanctions, par la manipulation. Mais là, non, vous ne pouvez plus. Vous devez frapper les gens à coups de massue et les faire exploser. C'est bien ça? Alors la question c'est, et regardez, je pense que tout le monde qui regarde cette émission sait déjà ce que je vais dire. Parce que c'est la vraie question qu'on se pose tous, non? Est-ce que la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres qui s'opposent à tout ça sont prêts, disposés et capables d'y mettre un terme? C'est ça qu'on teste en ce moment. Rien d'autre. Rien d'autre. Toutes ces négociations, c'est très bien. Peut-être qu'elles aboutiront. Peut-être qu'on obtiendra un accord. Mais il sera aussi solide que celui qui a mis fin à l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran il y a un an. Nous y revoilà, et on sera encore là dans un an, quoi qu'il arrive. Qu'il signe un accord ou pas, qui essayons-nous de tromper? Regardez M. Hegseth. Il faut qu'on se considère chanceux. Voilà encore un de ces types, disons pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et donc, il explique que le simple fait qu'il puisse être intéressé par des armes atomiques. D'accord, mais ça vaut pour tout le monde. Les dirigeants de la Malaisie, du Nigeria ou du Panama pourraient très bien, eux aussi, imaginer un jour se doter de l'arme nucléaire. Est-ce qu'on va aller là-bas aussi? La réponse, évidemment, c'est oui. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui motive tout ça? Et je vais proposer une réponse à ma propre question. Je pense qu'on est en train d'assister au dernier souffle du colonialisme. Oui, on vit à une époque d'anticolonialisme. Depuis un siècle, les anciens empires, britanniques, français, allemands, hollandais, japonais, espagnols et portugais, se sont à des rythmes et de manières différentes, paring des faits. C'est fini, d'accord? On assiste aujourd'hui à 3 tentatives de refaire la même chose, d'une manière ou d'une autre. Les voici. D'abord, Israël essaye de coloniser par des implantations les territoires qui l'entourent. C'est du colonialisme pur et simple, comme au XVIIe siècle, sauf que c'est arrivé plusieurs siècles trop tard dans un monde qui s'y oppose. Et c'est pour ça que c'est si brutal. Deuxième point, l'Europe. Elle est en train de sortir de ces 5 siècles de gloire et de devenir une sorte d'arrière-pensée. Une fois qu'on a l'Amérique, une fois qu'on a la Chine, ah oui, il y a aussi l'Europe. Mais l'Europe, elle, n'est plus dans la course. Dans le domaine des hautes technologies modernes, elle est hors jeu. Dans celui de la haute finance, presque autant. Alors que fait l'Europe dans son déclin? Un acte désespéré d'expansion coloniale. Où ça? En Europe de l'Est. C'est pour ça qu'ils ont dû déplacer l'OTAN de là où elle était et intégrer tous ces pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie, alors qu'ils avaient en gros promis de ne pas le faire. Mais ils l'ont fait. Et maintenant, leur rêve, c'est l'Ukraine. Et les Russes disent non, pas question. Les Russes mettent un frein au colonialisme de l'Europe occidentale, un peu comme le Hezbollah freine le colonialisme d'Israël. Ou, d'une certaine manière, comme les Palestiniens à Gaza, Dieu seul sait comment ils survivent là-bas. Et maintenant, le dernier, c'est les États-Unis. C'est ça, toute cette histoire de guerre avec l'Iran, d'enlèvement de M. Maduro au Venezuela, de pêcheurs tués sur leurs bateaux. Qu'est-ce qui se passe?
On a un président qui se lève et dit « Je vais prendre le Groenland, le Panama, le Canada va devenir le 51e État et on bombarde des chrétiens nigérians. » Quoi? C'est encore une tentative insensée de résoudre les problèmes de notre culture et de notre économie en revenant 3 siècles en arrière, à l'époque du colonialisme. On s'empare à nouveau d'autres régions du monde. Vous le remarquez, 3 tentatives de colonialisme, 3 résistances. Et l'Iran fait la une en ce moment parce que sa capacité à résister est devenue le point central, un peu comme pour la Russie et l'Ukraine. Je ne justifie pas l'invasion d'autres pays, mais je prends au sérieux le fait que ce que la Russie a fait s'explique autrement que par une sorte de fantasme qu'on lui prête, celui d'une expansion qu'elle ne veut pas et dont elle n'a pas besoin. Je veux rappeler, au cas où ce serait nécessaire, que la Russie est le plus grand pays de la planète en superficie. Elle possède toutes les ressources imaginables. Et le jour où elle pourra vraiment mener une étude complète, ce qu'elle n'a pas encore fait, elle définit toutes les autres. Si quelque chose se trouve sous la surface de cette planète, il y a de fortes chances que ce soit sous la Russie. D'ailleurs, ils ont d'énormes ressources, des réserves de pétrole et de gaz, comme tout le monde le sait, et ils auront aussi des terres rares et tout le reste. Ils disposent d'un arrière-pays exploitable. Ils sont loin d'avoir fait tout ce qu'il est possible d'y faire. Ils n'ont pas besoin d'une guerre. Ils n'ont pas besoin d'une population qui leur mettrait la pression jour et nuit. Regardez déjà le problème qu'ils ont en Ukraine. Vous pensez vraiment qu'ils veulent multiplier ça ailleurs dans le monde? C'est absurde, mais c'est une fable nécessaire. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui ont complètement perdu le contrôle dans la fabrication de fables. Et ce n'est pas seulement une question psychologique. Ils sont piégés, et c'est là toute la justesse du choix des mots de Michael. C'est une impasse, une impossibilité. Il n'y a rien ici. Qu'y a-t-il à négocier? Rendez-nous notre argent. Rendez-nous notre détroit d'Ormuz. Rendez-nous notre paix, notre liberté, notre capacité à fonctionner. Rien de tout cela. Les États-Unis ne sont prêts à le faire. Il faut vivre avec cette incertitude. Nous ou les Israéliens pourrions venir la semaine prochaine ou le mois prochain. Et alors? Mais c'est ça, la réalité. Il n'y a rien à négocier. Quand vous aurez terminé vos négociations, si vous les terminez, et que vous les signerez, si vous les signez, vous rentrerez chez vous. Et qu'aurez-vous en réalité? La réponse, c'est rien. On ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine ou le mois prochain. Si les vents politiques changent aux États-Unis, alors le gouvernement décidera de bombarder l'Iran, pas à cause de l'Iran, pas à cause du programme nucléaire ou des sanctions. Ce ne sont pas les vrais enjeux. Le gouvernement, ici, ne peut pas survivre s'il perd les va-t-en-guerre parmi les républicains. Point final. C'est ça, la réalité. Les grands problèmes auxquels ils font face. Ces économies qui se sentent obligées de faire ce qu'Israël, les États-Unis et l'OTAN font. Ce sont des économies en grande difficulté. Regardez-les, leur taux de croissance stagne. Leur place dans le monde se rétrécit de jour en jour. Il y a une féministe, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Keynes. Évidemment, si vous êtes économiste, ce nom vous dit quelque chose. Elle écrit pour le Financial Times et elle a publié un éditorial, hier ou aujourd'hui je crois, dans lequel elle dit aux Européens « Écoutez, on se moque tous de M. Trump, on ne l'aime pas, mais la seule chance de l'Europe, c'est de faire la même chose que lui, avec des tarifs douaniers et des guerres commerciales. » C'est d'ailleurs elle l'auteur d'un livre intitulé « Comment gagner une guerre commerciale ». Voilà ce qu'il reste. Voilà ce qu'il reste. L'expansion impériale vers l'Europe de l'Est en essayant de créer une sorte de colonie où l'on peut exploiter les populations locales
pendant quelques décennies. On ne peut plus le faire comme avant, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Cette porte est en train de se fermer. Il faut en ouvrir une vers l'Europe de l'Est. Et sinon se retenir. Parce qu'elle, d'ailleurs, elle est honnête là-dessus. Parce que la Chine est en train de nous achever. Ce n'est pas une citation mot pour mot, mais c'est bien ce qu'elle veut dire. Donc l'Europe doit suivre Donald Trump. Vous savez, c'est ce qu'ils font de toute façon, pendant qu'ils les bousculent, et du coup ils deviennent encore plus suiveurs. En psychologie, on reconnaît ça comme une forme grave de maladie mentale, souvent provoquée par un traumatisme. Et nous, on a un traumatisme. C'est la fin de l'Empire américain. C'est une expérience traumatisante pour ceux qui la vivent et qui essayent désespérément de la nier. Et le déni, comme tous les psychologues vous le diront, nier son traumatisme ne fait que l'aggraver. Alors, la question c'est, où va-t-on à partir de là? Comment le monde peut-il dire non? C'est comme ça que Richard a commencé toute sa réflexion. Comment mettre fin à toute l'époque du colonialisme occidental? Eh bien, ce que Richard appelle l'expansion néocoloniale européenne, c'est en réalité une tentative de rejouer la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois du côté de l'Allemagne et du Japon, contre la Russie et la Chine. C'est une répétition de la Seconde Guerre mondiale. Et tout comme la Russie avait été le principal combattant, celui qui a fait les plus grands sacrifices et qui a fini par détruire l'armée allemande, on dirait qu'elle garde aujourd'hui une position de puissance relative similaire face à l'Europe de l'Ouest. Et cette fois, la Chine n'est plus aussi faible qu'elle l'était dans les années 20 et 30, quand le Japon a commencé tout son réarmement militaire, avec le massacre de Nankin et tout ce qui a suivi. Donc, le combat de l'Occident pour rejouer la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait le dernier souffle de ce qui reste de la tentative du colonialisme occidental, et cette tentative va échouer. Mais la vraie question, c'est comment le monde va-t-il s'organiser pour remplacer le colonialisme financier, commercial et militaire du Japon? On assiste à un effondrement du droit, essentiellement à cause de la volonté des États-Unis de maintenir leur contrôle. Alors, quel type de droit peut-on rétablir? En principe, le droit existe déjà, ce sont les principes mêmes de la Charte des Nations Unies. Mais comment créer une nouvelle organisation des Nations Unies qui ait un véritable pouvoir d'application et qui soit à l'abri du contrôle américain et européen de leur droit de veto au Conseil de sécurité? Et surtout, comment faire respecter l'isolement des pays qui violent le droit international? Les États-Unis, l'Europe, le Royaume et la France, den the Ravi, Russie, and against Russia and Ukraine. There has to be a discussion of Il faut qu'on parle de la façon de créer une telle organisation, parce que les Nations Unies sont une machine ingérable, paralysée. Et je pense que le vrai problème, et je sais que Richard sera d'accord avec moi, c'est que les pays ne suivent plus leurs intérêts économiques. C'est ce qu'on discute dans cette émission depuis un an. Leurs gouvernements ont été détournés, capturés par des partisans de la loi de la jungle, de la loi de la force. Et Trump, comme je l'ai déjà dit, accuse l'Iran d'être un pays terroriste, alors que ce sont les Américains et leurs alliés qui se comportent comme des terroristes. C'est la même chose avec l'Ukraine, quand on accuse la Russie d'être terroriste. En réalité, on est déjà dans une situation de terreur. C'est le genre de prélude à une troisième guerre mondiale qui ressemble en fait à une répétition de la seconde, vu la tournure géopolitique des choses. Le premier point sur lequel on se concentre depuis 3 mois, c'est que la politique étrangère des États-Unis, depuis un siècle, vise à contrôler l'approvisionnement mondial en pétrole, avec le soutien des Britanniques et des Néerlandais. L'objectif, c'est de forcer les autres pays à suivre la ligne américaine, ou bien d'être privés de pétrole.
Le résultat, c'est que l'attaque américaine contre l'Iran et la riposte de l'Iran vont effectivement couper tous ces pays de l'accès au pétrole sans qu'ils aient la possibilité de dire « on se rend, on va suivre les sanctions américaines ». De toute façon, ils sont déjà coupés parce que les États-Unis suivent leur stratégie de sécurité nationale. Cette stratégie dit clairement que sans le pétrole, ils ne peuvent pas contrôler le monde. Et que sans dominer les secteurs des technologies de l'information, d'Internet, de l'informatique et des puces électroniques, ils ne peuvent pas non plus contrôler le monde. Alors comment le reste du monde peut-il résister à cette domination? La seule façon d'y parvenir, c'est de devenir autonome, en s'isolant des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Et d'ailleurs, vous avez sans doute vu, ces derniers jours, la nouvelle déclaration d'attaque de Trump, où il dit à nouveau qu'il veut prendre le contrôle du Groenland. L'Islande a évoqué l'idée que, peut-être, elle devrait cesser d'être un pays indépendant et rejoindre l'Union européenne, pour éviter que les États-Unis ne la prennent pour cible, afin de contrôler l'accès maritime à l'océan Arctique et au commerce avec l'Europe, le pétrole et le gaz russe, notamment. Eh bien, je ne suis pas sûr que rejoindre l'Union européenne soit une meilleure solution que de rester seul. Parce que la direction de l'Union a été complètement détournée de son rôle. En gros, si les États-Unis continuent d'isoler l'économie iranienne, alors l'Iran peut très bien dire « nous ne sombrerons pas seuls » et provoquer exactement ce que tout le monde redoute, qu'il n'y ait plus de pétrole de l'OPEP et qu'une dépression mondiale s'ensuive. Ça va être pire que la Grande Dépression des années 30, parce qu'on ne peut pas en sortir simplement en annulant les dettes. On ne peut pas s'en sortir non plus en créant de la monnaie. Et on ne peut pas relancer son économie en investissant chez soi, parce qu'il y a une pénurie de pétrole et des prix du pétrole tellement élevés que vos industries ne peuvent plus rivaliser avec les pays qui en ont. Et la manière dont les autres pays vont obtenir du pétrole, évidemment, ce sera auprès de ceux qui en possèdent, la Russie et l'Iran, ainsi que grâce à l'accord de paix de l'Iran avec les pays arabes de l'OPEP. Cet accord permettra que le pétrole, le gaz, les engrais et le soufre soient à nouveau disponibles pour un nouveau départ quelque part dans la prochaine décennie, après une période de destruction massive. Et le monde reste là, comme dans une sorte de dissonance cognitive face à l'idée que cela puisse vraiment arriver. Je pense que les autres pays, leurs dirigeants, leurs électeurs, et bien sûr les investisseurs sur leurs bourses, qu'elles soient asiatiques, européennes ou américaines, n'arrivent pas à croire que les États ne vont pas agir dans leur propre intérêt pour empêcher ça. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Alors, toute cette idée selon laquelle on peut imaginer l'avenir en partant du principe que les pays agiront selon leur intérêt national paraît aujourd'hui presque aussi illusoire que de penser qu'ils respecteront tous le droit international, selon les principes du droit de la mer, du droit de la guerre ou de la souveraineté nationale inscrits dans la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, après la Seconde Guerre mondiale, était très claire. Elle disait qu'en cas de retour ou de résurgence du nazisme, les autres pays avaient le droit d'intervenir, de prendre les choses en main pour y mettre fin. Tout cela avait été défini dès 1945. Et aujourd'hui, tout a été effacé. On ne peut pas simplement dire « Eh bien, demandons à l'ONU de régler le problème ». Non. Il faut une nouvelle structure institutionnelle, portée par la majorité mondiale. À mon avis, c'est de l'avenir qu'il faut commencer à parler. Comment cela pourrait se mettre en place et quelles devraient en être les bases juridiques, militaires et financières.
Richard, avant de te donner la parole, voici ce que Lindsey Graham a proposé à Donald Trump. Voilà ce qu'il a dit. S'il arrive à convaincre l'Arabie saoudite, le centre de l'islam pour le monde entier, de reconnaître l'État juif d'Israël, il mettra fin au conflit arabo-israélien qui dure depuis des milliers d'années. Il devrait rebaptiser le prix Nobel en prix Trump. S'il réussit, et je pense qu'il en est capable, ce sera le plus grand changement de l'histoire moderne et même de l'histoire ancienne du Moyen-Orient. Un endroit où les Arabes et les Juifs vivraient ensemble, où la région deviendrait un centre de puissance économique et non plus une poudrière. Et une fois que l'Iran sera contenu, et il va le faire, on aura la paix entre l'Arabie saoudite et Israël. Personne ne pensait que c'était possible. Moi, je crois que c'est possible. Et il n'y a qu'un seul homme capable de le faire, Donald Trump. Richard, est-ce que je rate quelque chose? Il parle des Juifs, des musulmans, des chrétiens qui vivent ensemble. Mais ils vivent ensemble depuis très longtemps dans cette région, sans que. Et lui, il parle du conflit entre les Arabes et les Israéliens. Ça remonte à des milliers d'années. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais il appelle le prix Nobel de la paix le prix Trump, quelque chose comme ça. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui sont à la tête des décisions aux États-Unis d'ailleurs? Eh bien, c'est un signe, et je le dis très sérieusement, c'est un signe de la fin d'un empire. L'un des signes de la fin d'un empire, c'est quand on choisit des dirigeants comme une façon d'éviter d'affronter ces problèmes, leur véritable mission. Regardez M. Trump. Je vais rendre à l'Amérique sa grandeur. De quoi parle-t-il? Il a raison, en un sens. Il s'adresse à cette corde sensible qui, aux États-Unis, reconnaît qu'on est plus grand. On ne l'est plus. Les gens le sentent. Les Américains ne sont pas idiots. Ils le savent. Ils lisent les journaux. Ils comprennent. Mais ils ne veulent pas le voir dans sa signification historique. Et ça, c'est effrayant. Parce que ça veut dire que leur très bon passé est derrière eux. Et que ce qui vient, c'est une dégradation. Il faut donc nier cela. Si vous faites attention, chaque président élu ici prononce un discours, souvent le jour même de son élection, pour dire qu'il sera le président qui prouvera au peuple américain que leurs plus beaux jours sont encore devant eux. Il faut le dire parce qu'ils ne le sont pas, et les gens le savent très bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on appelle des pom-pom girls, des gens qui sautent partout en disant ce qu'on aimerait que la réalité soit. Vous votez pour quelqu'un qui parle comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'église, le dimanche, le gentil pasteur dit « Ce serait bien s'il y avait la paix dans le monde plutôt que la guerre. » Et tout le monde répond « Oui, ce serait bien. » Puis rentrent chez eux, reprennent leur vie normale et font tout ce qui conduit à la guerre. Mais le dimanche matin, ils veulent l'entendre. Ils veulent vraiment l'entendre. Et au fond, ils veulent vraiment la paix, quelque part. Mais ils n'ont aucune idée de comment y parvenir. Alors oui, Lindsey Graham peut dire « Monsieur Trump », à qui il passe son temps à faire des courbettes parce qu'il a besoin de lui politiquement. Easy, Monsieur Trump peut faire cette chose merveilleuse. Mr. Trump can do this wonderful thing. Every president has been able. Dans ce pays, tous les présidents ont réussi à conclure de bons accords avec les Israéliens et avec le lobby de l'AIPAC ici, aux États-Unis. Et vous savez, le professeur Mearsheimer, Walt, et le travail remarquable qu'ils ont fait pour expliquer tout ça. Ils ont essayé de trouver un arrangement pour donner un peu plus de sécurité à Israël. Et c'est tout ce dont il s'agissait. C'est populaire. On peut présenter ça comme de la paix, même si ça n'en a jamais été. Mais on peut le présenter comme tel. Et ça peut être ponctué par des guerres, où on nous explique que ce sont les Arabes qui ont commencé la mauvaise guerre et que les Israéliens, eux, voulaient la paix. C'est une blague. Il n'y a jamais eu de paix. Ça n'a jamais cessé. Là-bas, la guerre est permanente.
Et personne ne veut comprendre que si ça dure aussi longtemps, si ça continue encore et encore, c'est qu'il y a forcément des racines très profondes. Par exemple, et je ne veux pas m'acharner sur ce sujet, mais vu ce que les Israéliens ont fait aux Palestiniens à Gaza, la vraie question c'est, d'où vient la force de ces Palestiniens pour qu'ils tiennent à leur terre, malgré le niveau de catastrophe que leur a infligé Israël? Et vous savez, personne n'a répondu à cette question, parce qu'elle est trop dangereuse. Et maintenant, cette même question se pose aussi. Pas de la même manière, je le reconnais, mais elle se pose quand même en Iran. L'erreur des États-Unis, c'est de ne pas avoir compris que si les Palestiniens peuvent rester à Gaza, malgré ce que les Israéliens ont fait, alors bien sûr que les Iraniens vont maintenir leur position après seulement quelques semaines de ce que vous avez fait à Gaza. Et en réalité, cela pourrait même les rassembler, comme ça s'est déjà produit. Les Américains ne le savent pas, mais il y a des désaccords parmi les Palestiniens. Des désaccords importants, anciens. Ils existent aussi à Gaza, mais là-bas, ils se sont rassemblés. C'est pour ça que le Hamas reste en place. Le Hezbollah et les nouveaux Houthis aussi. Ce sont des questions fondamentales. Soit on les affronte, soit on ne le fait pas. Les États-Unis, eux, ne l'ont pas fait parce qu'ils considèrent qu'un avant-poste du colonialisme occidental dans cette région du monde est utile. Et les Juifs qui s'y installent pour y travailler, eux aussi sont utiles. Voilà tout. Tant qu'ils sont utiles, on les soutient. Et c'est ainsi qu'on en arrive à ce spectacle absurde. Les États-Unis financent Israël, qui utilise une partie de ses fonds pour acheter le soutien politique en Amérique, afin que l'argent continue d'affluer. Quiconque y prête attention sait bien que c'est un jeu pour garder le contrôle. Et c'est pour cette raison que j'en parle. C'est ça qui est terminé. Ce projet est en phase de déclin. Les Israéliens ont choisi d'attacher leur avenir aux États-Unis. À l'époque, ça avait une certaine logique. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent coincés avec un empire en déclin et ils essayent désespérément de le maintenir en vie parce qu'ils en dépendent. Quand Tucker Carlson dit aux Américains qu'il écoute que cette guerre est dirigée par M. Netanyahou, ce que moi je ne crois pas, mais lui oui, ce qu'il essaye de faire, à sa manière très américaine, c'est de trouver autre chose à dire que l'empire est en train de décliner, parce qu'il n'arrive pas non plus à se l'avouer. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment avancer. Pour répondre à la question de Michael, il faudrait un gouvernement américain dirigé par un parti politique dont les dirigeants seraient capables de dire « Nous n'allons pas surveiller le détroit d'Ormuz ». Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous n'allons pas présider à un empire en déclin en cherchant à abattre tous ceux qui nous menacent. Ce que nous voulons, c'est nous asseoir, d'abord avec les Chinois, mais aussi avec d'autres, pour voir comment organiser un déclin progressif, humain, civilisé de la situation américaine, tout en permettant aux autres de s'élever. Parce que c'est ce que le monde souhaite. Et si les États-Unis devenaient un allié dans cette démarche, au lieu d'être un obstacle, toujours plus violent, toujours plus meurtrier, toujours plus indifférent aux lois, parlant ouvertement de la jungle, eh bien, je pense qu'on aurait une base pour une véritable négociation. Négocions cela. Offrons au peuple américain qui le souhaite un déclin progressif, réfléchi, accompagné. Sinon, ce vers quoi nous avançons, c'est un déclin catastrophique, un effondrement, un écroulement. Je ne pense pas qu'une solution puisse venir de quoi que ce soit que les États-Unis ou l'Europe puissent faire, ou même dont ils puissent faire partie. Encore une fois, ce que je viens de dire, la Charte des Nations Unies stipule que si le nazisme devait réapparaître, ou si le Japon ou l'Allemagne reprenaient leur militarisation, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui,
alors les victimes de la Seconde Guerre mondiale sont autorisées à prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin. Eh bien, je pense que tout traité signé par l'Iran devra préciser les conséquences d'une attaque d'Israël ou des États-Unis contre l'un de ses voisins ou contre l'Iran lui-même. Il faut que ça cesse, ce génocide ethnique et raciste, tout comme la Russie doit mettre fin au génocide raciste ukrainien, allemand et anglais en Ukraine. Contre les Slaves, qu'on traite de cafards, avec la même terminologie qu'Israël utilise pour les Palestiniens. L'idée que des gens d'une autre origine ou d'une autre nationalité ne seraient pas des êtres humains, ça revient à s'exempter de tout droit international et de tout comportement civilisé élaboré depuis 5 siècles. C'est ça, le nazisme. Et c'est toujours ce qu'on voit aujourd'hui en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Israël et au Japon, tous ces pays qui suivent cette logique. L'Iran, la Russie et la Chine devront avoir leur propre équivalent de l'article 5 de l'OTAN pour protéger d'autres pays contre, vous voulez dire l'Iran, la Russie et la Chine? Vous avez mentionné le Japon au lieu de la Chine, oui. Non, le Japon veut se protéger du Japon. Il se réarme, il veut des missiles atomiques américains. Je peux comprendre que la Chine dise que dès que le Japon aura un missile atomique sur une base américaine ou sur son propre territoire, il n'y aura plus de Tokyo, il n'y aura plus d'Osaka. Nous réglerons le problème japonais une bonne fois pour toutes, pour toujours. Et je pense qu'avec la prolifération de la guerre atomique, les États-Unis affirment que chaque pays du monde a besoin de sa propre bombe atomique pour se protéger d'eux, à moins de pouvoir les empêcher d'utiliser les leurs. C'est vraiment là qu'on en est. Et c'est ce que personne ne veut reconnaître dans l'effondrement récent de l'accord. Donc, voilà le blocage. Mais je pense que les États-Unis vont presque mettre fin eux-mêmes à leurs attaques maintenant. Parce que contrairement aux accords de Minsk qui avaient été conclus quand l'Europe et les États-Unis voulaient prendre le temps de réarmer l'Ukraine, les forces américaines, elles, sont déjà réarmées autant qu'elles peuvent l'être. La marine est déjà sur place, les bases aériennes aussi. Mais elles ne peuvent pas être utilisées sans risquer une défaite militaire face à l'Iran, qui est désormais protégé par la Chine et la Russie. C'est ça, le face-à-face. Trump et Israël pensent que si c'est bloqué comme ça, alors autant y aller tout de suite, parce que ce sera encore pire l'année prochaine. Et c'est ce qui rend la guerre et la catastrophe qui va l'accompagner inévitable dans les prochaines semaines. Eh bien, mon propre jugement, c'est, et je reconnais qu'il y a ici une part d'espoir, peut-être pour des raisons psychologiques qui me sont personnelles, qu'il y a quand même l'espoir que certaines personnes finiront par voir clairement que c'est la fin du projet colonial. Nous arrivons au terme d'un siècle d'anticolonialisme. Et maintenant, il ne reste plus que le dernier grand, l'Empire américain. On le savait, vous savez. Les États-Unis représentent environ 4,5% de la population mondiale. On ne peut pas avoir un système durable, et c'est déjà incroyable qu'il ait tenu un siècle, dans lequel 4,5% des gens s'assoient et, comme l'a dit M. Trump, regardent les 95% restants. C'est une blague. Et maintenant, cette blague n'a plus rien de drôle, parce que les Chinois, les Russes, les Indiens, les Brésiliens, non, 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 vous n'allez pas l'emporter. Les États-Unis ne vont pas pouvoir l'emporter. C'est un pur fantasme, et on s'y est laissé aller à cause de la situation particulière née de la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette période est terminée, elle est bien derrière nous. Il peut émerger ici un leadership qui dise honnêtement au peuple ce que Michael a dit, mais en le reformulant ainsi. Si nous ne trouvons pas un moyen de coexister, alors nous allons nous retrouver dans une situation terrible,
dans les mois, les années et les décennies à venir. in the months and the years and the decades ahead. You don't want to leave that to your Vous ne voulez pas laisser ça à vos enfants, n'est-ce pas? and you can Et do vous something pouvez about agir it. maintenant. You will never do Mais vous it n'y with arriverez jamais Trump avec des gens comme Trump, Hegseth ou Lindsey Graham, parce que ce sont des supportés grossiers, persuadés que l'Amérique est une superpuissance qui n'a qu'à se libérer de ses chaînes pour remettre tout le monde au pas. Ce sont des enfants d'une période terrible de notre histoire, propulsés à des postes de direction dont ils doivent être écartés, parce qu'ils en sont incapables. Pour eux, c'est trop tard. Tout comme c'est trop tard pour le projet qu'ils essayent encore de maintenir en vie. just as it's too late for the project they're trying to keep alive. I want to say one sentence on the problem. Je voudrais dire une phrase sur le problème de la fin du colonialisme. Les principaux soutiens du colonialisme, ce sont les colonies elles-mêmes. Leurs oligarchies clientes veulent maintenir le colonialisme, parce que le colonialisme a toujours gouverné à travers ces oligarchies clientes. C'est le cas de beaucoup de pays des BRICS. C'est ce qui empêche les anciennes colonies de se défendre. Ce sont des oligarchies clientes soutenues par les États-Unis et par l'Europe. Donc c'est pas seulement une guerre internationale, c'est aussi une guerre de classe. Not only an international war, it's a class war as well. Well said then. Très bien dit. Thank you. Merci. Thank you so Merci much, beaucoup, Richard. Richard et Michael, d'avoir conclu ce podcast de si belle manière. Podcast. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.